Madame la Présidente, Madame la Première ministre, un adolescent est mort lors d'un contrôle de police, un adolescent qui n'aurait pas dû mourir et nous disons l'immense tristesse qui est la nôtre à la famille de Naël et à ses proches. Depuis une semaine, la France a connu des nuits de violence dans de nombreuses villes de toute taille, des pillages, des destructions, des agressions et ces actes, nous le disons, sont intolérables. Nous avons accompagné aux premières heures les appels au retour à la paix civile et au respect de l'ordre public. Nous pensons à toutes les personnes, policiers, gendarmes, pompiers, commerçants, habitants de ces quartiers, à nos maires qui ont eu à connaître des agressions, la peur parfois, la destruction souvent. Et représentants de la nation, nous devons nous tenir résolument aux côtés de cela. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'ordre sans justice. Voilà pourquoi devra venir sans attendre l'heure des réponses politiques. Un pays dans lequel des milliers de jeunes personnes, souvent mineurs, se lancent pendant des jours et des nuits dans de telles équipées est un pays qui va mal. Notre responsabilité collective, individuelle, est de regarder la vérité en face et d'en tirer toutes les conséquences. Ghettoisation de certains de nos quartiers, pauvreté, discrimination, mal logement, disparition des services publics, mise en échec de nos institutions, sont autant de difficultés profondes dont ces fréquents débordements de violence faits d'une minorité sont aussi un symptôme. Il faudra bien évidemment remettre sur le métier le plan Borloo abandonné, soutenir dans la durée la politique de la ville, l'école, les associations et l'éducation populaire. Nous devons aux Françaises et aux Français, où qu'ils vivent, la République partout et pour tous. Enfin, nous devons, avec sérénité et sérieux, traiter de la question du rapport entre une part de la population et la police qui n'a cessé de se détériorer. Comme nous ne pourrons pas ignorer non plus la question de l'usage des armes, c'est-à-dire de l'évaluation de la loi que nous réclamons. Madame la Première ministre, nous ne pouvons comprendre, c'est excuser, ce n'est pas excuser, comprendre, c'est agir dans la justice et la paix. Que comptez-vous faire, Madame la Première ministre? La Première ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. Je tiens tout d'abord à vous remercier car vous avez condamné sans ambiguïté les violences qui ont touché de nombreuses communes et appelé à la paix civile, à la différence de vos alliés insoumis. Et Monsieur le Président Vallaud, j'entends vos interrogations sur les racines de la crise et les réponses que nous pouvons apporter, notamment au travers de la politique de la ville. Cette réflexion de plus long terme, elle aura lieu. Mais je peux vous dire que nous n'avons pas cessé d'agir pour les quartiers et pour la politique de la ville depuis 6 ans. Depuis 2017, nous avons augmenté le budget de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, porté à 12 milliards d'euros. Nous avons mis en œuvre les cités éducatives. Nous avons dédoublé les classes de CP et de CE1 et déployé 100 000 emplois francs au bénéfice des habitants des quartiers. Alors oui, nous devons mener une réflexion approfondie sur les causes de cette crise avec tous les groupes politiques de l'arc républicain. Dans ces moments, notre responsabilité, c'est l'écoute des propositions des élus, notamment des élus de terrain. C'est aussi assumer collectivement la complexité du sujet et construire des réponses efficaces avec chacun. Et c'est notamment le sens de l'échange que le président de la République a en ce moment même avec près de 300 maires dont les communes ont été touchées par les violences. Comme nous avons eu l'occasion d'en parler hier, Monsieur le Président, nous sommes encore mobilisés et concentrés sur le retour de l'ordre républicain et la réparation. Mais je vous l'assure, Monsieur le Président Vallaud, nous sommes déterminés à continuer à agir pour l'égal accès à nos services publics et pour l'égalité des chances sur tout notre territoire. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention. Question après question, les parlementaires de tous bords vous font remonter chaque semaine les inquiétudes de nos concitoyens sur l'accès à la santé. À l'hôpital, à la campagne ou en ville, les mêmes constats de carence sont tirés. Permettez-moi aujourd'hui d'attirer votre attention sur l'accès aux soins de gynécologie médicale qui est sinistré dans notre pays et même impossible dans 13 départements, comme le relève un récent rapport du Sénat de la DDF.
Manque de spécialistes, traitement insuffisant des violences obstétricales et gynécologiques, couverture inégale du territoire sont autant de sujets qui touchent prioritairement les femmes et qui nous concernent toutes et tous ici, tant les conséquences que cette pénurie engendre sont multiples d'un point de vue sanitaire et social. Entre 2007 et 2020, la France a connu une baisse de plus de 50% de ses effectifs de gynécologues médicaux. Professionnels de santé, associations féministes, parlementaires font le constat de la nécessité d'aller plus loin, plus vite et de prévoir une augmentation significative du nombre d'internes dans cette spécialité. Ce déficit, si nous ne faisons rien, s'aggravera. On constate déjà des conséquences néfastes pour de nombreuses femmes, des absences de suivi, des retards avérés dans les diagnostics et au final des pertes de chance. Notre amendement transpartisan de régulation à l'installation aurait pu être un début de réponse au problème des désirs médicaux dans toutes les disciplines. Vous vous y êtes refusé. Monsieur le ministre, permettre une prise en charge gynécologique efficace des femmes contribue à leur émancipation. Alors pouvez-vous nous dire si vous allez consentir à ouvrir plus de postes d'internes en gynécologie médicale dans le cadre de l'examen classant national pour la rentrée 2023. Comment comptez-vous reconstituer durablement les effectifs de cette profession alors qu'à l'horizon 2030, nous pourrions encore perdre 20% de nos spécialistes? Et enfin, envisagez-vous d'accroître le cadre des compétences des sages-femmes en matière de prescription par l'extension du décret du 5 mars 2022? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Le manque de professionnels de santé est un véritable défi pour notre système de santé. Ce manque de professionnels de santé, malheureusement, quelles que soient les spécialités, vous parlez de la gynécologie médicale, mais c'est aussi les autres spécialités, est quand même la résultante de quelques dizaines d'années de gestion totalement aveugle des effectifs médicaux et paramédicaux. Alors, nous avons supprimé le numerus clausus. Nous avons maintenant plus de 15% d'étudiants qui sont acceptés en deuxième année de médecine. Nous avons aussi renforcé les formations en infirmières en lien avec les régions, plus 6 000 postes de formation d'infirmières, plus 3 000 postes de formation d'aide-soignante. Nous avons également un enjeu majeur sur ces infirmières, c'est l'abandon pour 10% d'entre elles des études. C'est pour cela que nous venons de lancer une réforme complète du métier et de la formation infirmière pour les maintenir dans les territoires et dans les formations. En ce qui concerne les réponses que nous pouvons apporter au-delà de ces chiffres qui ne formeront des médecins que dans 10 ans, eh bien, l'enjeu majeur est de redonner du temps médical. Redonner du temps médical aux professionnels, c'est leur supprimer toutes les tâches qui sont inutiles, ou en tout cas pour lesquelles ils n'ont pas de plus-value. C'est le cas du plan pris en février sur les 15 tâches inutiles. C'est aussi favoriser l'exercice pluriprofessionnel. Pour revenir, et coordonner bien entendu, pour revenir sur ce que vous disiez concernant les sages-femmes et les gynécologues médicaux, eh bien, l'élargissement des compétences des sages-femmes permet là aussi tout de suite d'apporter une réponse au niveau des territoires où nous manquons de gynécologues. Et puis, au-delà de ce partage de connaissances, l'exercice coordonné par l'aide par des assistants médicaux permet d'augmenter, on le sait déjà, de 10% les potentiels de patients pris en charge par un médecin sans travailler plus. Donc vous voyez, il y a des réponses sur deux niveaux. Il y a des réponses pour augmenter le nombre de professionnels, quels qu'ils soient, dans toutes les spécialités. Et la gynécologie médicale, comme la gynécologie obstétrique, en profitera de la même façon. Et également redonner plus de temps aux professionnels, aux médecins, pour qu'ils puissent prendre en charge plus de patients. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la semaine dernière, un enfant est mort. Cette mort est tragique et nous pensons à la douleur de la famille de Naël. Cette mort a eu des conséquences collectives terribles. Des quartiers se sont embrasés, partout en France, en Île-de-France, dans de grandes villes comme dans de plus petites communes. Nos forces de l'ordre ont rétabli le calme et il faut les en remercier. Une colère au début compréhensible s'est transformée progressivement en haine aveugle, propice au pillage. Les sénateurs et sénatrices socialistes ont évidemment appelé au calme. La République ne peut pas exister sans ordre, mais elle ne peut pas reposer que sur l'ordre. Le concours Lépine des postures autoritaires nous laisse entre la colère et l'hébétude. 2 claqués au lit, une cagnotte par-ci, une milice par-là, une dose de régression ethnique, c'est l'incendie après l'incendie. La question que je souhaite vous poser s'adresse à vous puisque vous êtes aux responsabilités. Mais nous avons tous à y répondre. Une grande partie de la jeunesse paie aujourd'hui notre échec collectif à faire rayonner la République. Nous n'avons pas désamorcé les bombes plantées dans les fondations de notre société. Les causes en sont multiples et variées. Certains refusent qu'on s'y penche
mais si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous ne trouverons pas les justes réponses. Les questions qui sont posées sont légion: la politique de la ville, les discriminations, le rôle des maires, difficile en première ligne. Je veux pour ma part vous interroger sur ce qui a mis le feu aux poudres, les relations entre police et population. Fin 2020, un Beauvau de la sécurité était convoqué sur ces sujets. Si des choses utiles en sont sorties pour la police, et nous avons voté la Lopmi, force est de constater que toute la population est loin d'être réconciliée avec sa police. Monsieur le ministre, comment comptez-vous désormais améliorer concrètement cette question des rapports entre police et population? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Gérald Darmanin. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Durain, à Nanterre, il y a eu un drame, et je crois que les premiers mots que j'ai pu avoir comme ministre de l'Intérieur, comme la Première ministre évidemment, étaient des mots de transparence, d'équilibre, parce que si on soutient les forces de l'ordre, et je pense que vous voyez et vous soutenez également les forces de l'ordre comme nous le faisons, il faut savoir dire les choses et ne pas mentir aux Français. La justice passe. Ce policier qui a toujours la présomption d'innocence, je souhaite le souligner, a été mis en garde à vue, a été mis en examen. Il existe donc des indices graves et concordants, comme quoi il serait responsable de la mort en dehors de la loi de la République, en dehors de la déontologie de ce jeune homme. Il est en détention provisoire. Je veux aussi, en disant ça, avoir une pensée pour les 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés pendant ces 4 jours d'émeute et qui ont été courageux et à la hauteur de ce que la nation leur offre comme confiance. Et je veux ici le souligner. Bien sûr, on peut toujours améliorer le travail de la police et de la gendarmerie, monsieur le sénateur. Et évidemment, il y a toujours des efforts à faire. Mais est-ce que le comportement de la police, comme je l'entends parfois depuis plusieurs heures, est-ce la seule réponse aux difficultés que nous connaissons et est-ce la seule réponse aux violences? Si c'est le cas, pourquoi on a attaqué des sapeurs-pompiers? Ils ne contrôlent personne. Ils sauvent tout le monde. Pourquoi on a attaqué des polices municipales? 78 postes de police municipale. Les polices municipales ne sont pas sur la même consigne que pour la police ou pour la gendarmerie nationale. Pourquoi on attaque des élus? Est-ce que ces élus ont tutoyé ces délinquants? Ont-ils été particulièrement discriminants? Pourquoi ont-ils attaqué des médiathèques, des écoles? Pourquoi ont-ils pillé des commerces? Ne trouvons pas des excuses toujours dans le comportement de la police. Si elle doit se réformer, elle doit aussi si elle doit se réformer, monsieur Durain, et je sais que je parle à un républicain, elle doit aussi d'éviter d'être un bouc émissaire pour se poser les bonnes questions. Merci. Monsieur Durain, vous avez quelques secondes. Vous n'avez pas répondu à ma question, je vous la reposerai en édition tout à l'heure. Alors que des vents mauvais, des vents sécuritaires soufflent, alors que certains des syndicats policiers s'égarent dans des tracts inquiétants, nous vous demandons, monsieur le ministre, de tenir bon sur les principes républicains de la police de la République. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager avec les collègues ici présents et les membres du gouvernement le malaise que m'inspire le débat public depuis quelques jours. Il y a une semaine, un jeune garçon a été tué par un policier dans l'exercice de ses fonctions, policier mis ensuite en examen pour homicide volontaire. Et aujourd'hui, le procès qu'instruisent certains responsables politiques et les médias, c'est celui des quartiers prioritaires et des parents qui y vivent. Nous assistons à une véritable manipulation fondée sur une part de mensonge et beaucoup d'ignorance, j'espère. Non, les quartiers prioritaires ne sont pas inondés de subventions publiques payées par des bons Français méritants. 6 100 € par habitant par an dans les quartiers prioritaires, 6 800 dans les autres quartiers. Dans ces quartiers, dans certains immeubles, 40% de mères monoparentales, qui enchaînent 2 ou 3 boulots par jour, qui gardent les enfants des autres, les nôtres souvent, et qui ne peuvent pas faire garder les leurs. Des pères évaporés. Vous voulez les poursuivre? Je suis d'accord avec vous. Poursuivons-les, utilisons ce qui existe. Poursuivons-les pour abandon de famille, par exemple. Et dans les familles où les pères sont présents, vous vous intéressez à la violence des enfants, intéressons-nous aussi à la violence que ces enfants ont subie chez eux avec leur mère et leur père. Alors, Madame la Première ministre, aujourd'hui, au lieu de laisser accuser les maires, je vous propose de les aider à survivre, à vivre, que nous soutenions leurs associations, que nous les écoutions, que nous les émancipions du clientélisme municipal aussi. Misons sur les maires pour remettre les quartiers d'aplomb, ce serait probablement notre meilleur investissement. Pour vous répondre, la parole est
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Rossignol, je pense qu'on ne veut pas poursuivre les parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. J'ai d'ailleurs dit moi-même qu'il n'était pas question, à mon avis, de supprimer des allocations. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, qui sont seules, qui élèvent leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité, dans la difficulté. Je pense aussi à des parents qui pourraient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de leurs enfants, en particulier assurer l'autorité parentale, et qui ne le font pas. Vous voyez, dans ces nuits courtes que nous avons eues les uns et les autres, émaillées de mauvaises nouvelles et de vidéos, il y a une vidéo qui m'a plu, c'est celle du père qui va récupérer son gamin par le callback et qui lui dit « rentre à la maison ». Parce qu'à 11 ans, on ne traîne pas dans les rues. Je veux rappeler d'ailleurs que nous avons tous le souvenir, enfin pour ceux qui se sont mariés, des dispositions de l'article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. On oublie le reste. Les parents ont une obligation morale. Ça n'est pas plus compliqué que ça à l'égard de leurs enfants, oui. Et ceux qui peuvent et qui ne le font pas méritent d'être sanctionnés. Puis il y a une responsabilité civile qui est très simple. C'est quand les enfants cassent, c'est les parents qui paient. Ça existe depuis toujours et il faut le rappeler. Enfin, il y a une autre responsabilité pénale qui consiste, lorsque l'enfant est convoqué, pour les parents de l'accompagner devant la justice, et s'il ne le fait pas, il encourt une amende qui est une amende importante. J'ai rappelé ça, j'ai demandé au procureur de le mettre en œuvre. Je viens à l'attention des parents de rédiger un flyer, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, qui explique en termes simples quelles sont les obligations pour les parents, Madame la sénatrice, qui l'auraient oublié. Madame la présidente. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Je prends acte du fait que pour vous, la loi suffit aujourd'hui pour protéger les enfants et poursuivre les parents. Vous savez, mes chers collègues, j'observe depuis quelques années le monde politique, les hommes, les femmes, y compris dans leur intimité et leurs difficultés de parents. Laissez-moi finir. Il y a aussi chez nous des enfants arrêtés, placés en garde à vue, mis en examen et condamnés. Nos enfants ne sont ni meilleurs ni pires que ceux des autres. Pour autant, je vous invite à regarder les autres parents avec un peu plus d'empathie et de bienveillance. Ils font comme vous, comme nous, comme ils peuvent, au mieux. Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, la nuit dernière, j'ai eu 15 patients qui ont fait plus de 60 km pour venir aux urgences de Rennes. Chaque matin, on compte 20 à 40 patients qui ont passé la nuit sur des brancards avec un risque de surmortalité de 50%, faute de lits aval disponibles. La solution serait de laisser les patients attendre dans les ambulances plus sécurisées. Mais alors, qui va aller chercher les patients? Les transports sanitaires sont aussi saturés. Parole d'urgentiste. À Carhaix, les services d'urgence sont fermés en juillet et août, alors que les Vieilles Charrues accueilleront 280 000 festivaliers. L'hôpital le plus proche est à 90 km et 1h15 de route. La maternité de Guingamp n'accueille plus les femmes pour accoucher. Suspension reconduite 4 mois, faute de personnel, épuisé d'avoir tenu à bout de bras ces services. On a l'impression d'être abandonné, entend-on dans les cortèges de manifestants. Vous suspendez les activités des petits hôpitaux. Elles se reportent sur les hôpitaux de référence, sur les CHU, eux-mêmes exsangues. À Pontivy, Avranches, les Sables-d'Olonne, dans tous les centres hospitaliers de France, ce sont des cris d'alarme des médecins. En grève hier. Les ARS rassurent, appellent aux soignants, éducation des patients, régulation, appelez le 15 avant de vous déplacer. Mais au 15, les équipes n'en peuvent plus, pas assez nombreux. Les urgentistes quittent l'hôpital pour des conditions de travail moins contraignantes. La médecine de ville ne va pas mieux et les cabinets de consultation remplacent les cabines de consultation remplacent les médecins de proximité. Monsieur le ministre, la situation s'aggrave. Elle n'inquiète plus nos concitoyens ni les élus locaux, elle les angoisse. Quelle réponse concrète à cette crise aiguë de l'hôpital public et des urgences dès cet été, soit aujourd'hui? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, Monsieur le ministre Braun.
Wéraud. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Le Houerou. Oui, nous manquons de professionnels de santé, le diagnostic n'est malheureusement pas nouveau. Et oui, ce gouvernement agit en formant plus de médecins, mais il va falloir attendre 10 ans, en formant encore plus d'infirmiers, plus 6 000, plus d'aides-soignants, plus 3 000. Et les fermetures, qui sont souvent pas pour les services d'urgence, simplement des accès régulés que vous évoquez, ne sont pas du fait d'une décision qui serait économique, mais simplement parce que nous manquons de professionnels de santé. Donc la solution viendra en redonnant plus de temps à ces professionnels, ce que nous avons commencé à faire, et en formant plus, que nous faisons également. Concernant les urgences, et vous le savez, c'est une priorité forte, encore renforcée pour cet été. Vous avez évoqué un certain nombre de solutions qui sont mises en place, mais ce sont des solutions mises en place déjà l'été dernier et qui fonctionnent, puisque l'été dernier, nous avons diminué de 5% la fréquentation de nos services d'urgence, ce qui n'avait pas été le cas depuis plus de 20 ans. Alors ces solutions, elles sont autour de 3 axes. Un premier axe qui est effectivement l'information de nos concitoyens sur le bon usage du système de santé, et en particulier le bon usage des urgences, pour lequel, avant de se déplacer, si votre médecin n'est pas disponible, oui, il faut appeler le 15, parce qu'on vous trouvera la meilleure solution adaptée en fonction du territoire où vous êtes. Et dans ce cadre-là, nous renforçons la régulation médicale, nous accélérons le déploiement de ce service d'accès aux soins qui intègre des médecins généralistes à la régulation, nous renforçons leur rémunération, nous avons, grâce à ce qui a été voté par le Parlement, transformer les assistants de régulation médicale en professionnels de santé, permettant là aussi de valoriser leur exercice. Et puis, il faut aussi des effecteurs sur le terrain. C'est le cas en ville, plus 15 € pour les actes qui sont réalisés à la demande de cette régulation. C'est le cas également au niveau des transports sanitaires, vous en avez parlé, où on facilite le transport vers les médecins généralistes, et également en renforçant les communautés professionnelles des territoires de santé. À l'hôpital, nous avons pris en compte la pénibilité en augmentant, en doublant même, l'indemnité de nuit pour le personnel paramédical, en multipliant par 1,5 pour les médecins. Nous travaillons également et nous avons développé une logique territoriale, que ce soit pour les gardes, en associant public et privé, mais également pour la gestion des lits dont vous parlez, qui se fait maintenant à l'échelle du territoire et puis seulement à l'échelle d'un établissement. Donc oui, des solutions sont mises en place, et pour certaines, elles fonctionnent, on le sait déjà, et pour les autres, elles commencent à montrer leur efficacité. Je vous remercie. Madame Le Houerou. Monsieur le ministre, il y a urgence aux urgences et vous ne répondez pas à cette urgence. L'accès aux soins pour tous, partout, fait partie de la promesse républicaine. On en est loin. La défaillance de la médecine de ville conduit à l'engorgement des urgences alors que les lits manquent en aval. Le système est embolisé. Où vont exercer les médecins qui quittent l'hôpital? Une remise à plat du service public de santé s'impose, et ce ne sont pas vos propositions qui régleront le problème.